Donc alors écoute, moi je suis Cyril Gauthier, je suis le boss du Marathon des Sables. Marathon des Sables que j'ai repris complètement en 2023 et j'étais déjà actionnaire depuis 2014, le plus gros actionnaire du Marathon des Sables. Et il a fallu attendre le départ en retraite des fondateurs pour reprendre le contrôle et en parallèle, depuis 2017, je développais le concept de ce qu'on a appelé les half Marathon des Sables, qui s'appelle aujourd'hui Marathon des Sables aussi. Donc ça fait quand même depuis 2010 que je suis plongé dans la logique Marathon des Sables, après l'avoir couru tout simplement comme coureur en 2009. C'est quoi le Marathon des Sables? Alors, à la base de la base, un petit récapitulatif parce que tout le monde ne connaît pas. Le Marathon des Sables Legendary, d'accord, donc celui qui a lieu au mois d'avril chaque année. On va arriver sur la 40e édition cette année. En 2026, parce que là on est en 25. C'est 250 km en autonomie alimentaire, c'est-à-dire que tu viens en tant que coureur, tu as un sac à dos, tu as absolument tout dans ton sac à dos, ton sac de couchage, ton alimentation lyophilisée, tes produits de soins, et la seule chose qu'on va te donner, c'est une tente berbère que tu vas partager avec 7 autres personnes et de l'eau. That's it. Et tu vas faire 6 étapes, donc grosso modo, allez, 30, la première étape 30, 35 la deuxième, 40 la troisième, la grosse étape, la grande que tout le monde craint, 80 km. Un jour de repos derrière, crois-moi, il est nécessaire. L'étape marathon à suivre, la 42, un semi-marathon et tu sors du désert et tu deviens une légende en ayant fini le Marathon des Sables Legendary. Ça, c'est le concept original. Et puis depuis quelques années, ça se passe au Maroc, et depuis quelques années, on a développé le concept des marathons des sables 120. Ça veut dire 3 étapes, 120 km, avec l'option sur la grande étape de faire moins, de faire 100 km ou 70 km au global. On a développé le concept du MDS Raid, là où tu cours à 2. On vient de boucler la première édition en Namibie, dans le désert du Namib, un truc de complètement fou. Après, on a développé le MDS Trek, où là, tu as le même ADN, mais tu n'es plus en autonomie alimentaire. Tu fais 120 km si tu le désires, mais tu peux aussi descendre en nombre de kilomètres. Et évidemment, enlever l'autonomie alimentaire te donne un vrai confort et tu n'es plus dans des tentes. Ah oui, ce que je ne t'ai pas précisé, c'est que sur le MDS 120, tu étais en tente individuelle, pas en tente berbère de 8. Et sur le Trek, tu es en tente de 2 avec un matelas. Et le matelas, c'est un luxe absolu dans le désert. Donc voilà, grosso modo, aujourd'hui, ce que donne l'ergonomie Marathon des Sables. Ça vient d'où à la base? À la base, c'est les fondateurs qui, en 1986, même en 84, avaient fait une traversée du désert à pied et se sont dit « Waouh, il faut qu'on montre ça à nos potes ». Et c'est devenu une course, c'est devenu un endroit où les gens ont découvert que dans le désert, on pouvait oublier tous ces problèmes. Parce qu'en fait, le désert, beaucoup en parlent, tu peux le faire en 4x4 et tu n'auras pas l'effet du désert. Mais quand tu commences à marcher ou à courir dans le désert, tu te rends compte que c'est un endroit qui te captive et qui te permet de laisser tes problèmes. Et beaucoup de gens sont devenus addicts de la course, en ont parlé de façon fantastique. Tu peux retrouver tous les grands auteurs, alors de Saint-Exupéry à Théodore Monod et j'en passe, à Laurence d'Arabie, qui parlent des effets du désert sur leur cerveau et sur leur corps. Et on s'est rendu compte que c'était juste vrai, donc on est devenu complètement fou et passionné. Et courir, c'est une chose, courir dans le désert, c'en est une autre. Quelle est la plus grande difficulté, toi, en tant qu'organisateur? La sécurité. Notre obsession absolue, c'est la sécurité. Tu es en milieu désertique, si tu oublies quoi que ce soit, tu peux mettre en danger tes coureurs. Donc, on a investi depuis 3 ans dans des SSV, c'est-à-dire des buggy, équipés, médicales, avec la capacité de mettre une civière pour pouvoir avoir des extractions très rapides en cas de problème. On a un système de suivi évidemment satellite, on a un système radio qu'on installe nous-mêmes. La partie logistique secours est monstrueuse. Et on n'espère qu'une seule chose, c'est que chaque année, elle ne serve à rien. Mais par exemple, quand elle sert, on est très 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 heureux. On a eu le cas, alors évidemment, la pièce est tombée du bon côté. Sur la dernière édition là, qui vient de se finir il y a quelques semaines, on a eu en pleine course un infarctus. Ce qui est, alors évidemment, hein, tu as l'infarctus sur lequel tu ne peux rien faire et ça va te ruiner le moral et tu es d'une tristesse absolue. Mais là, on a réussi, avec notre système de surveillance, voir le coureur tomber, immédiatement le prendre en charge, surtout immédiatement le diagnostiquer, puisque là en plus, il était asymptomatique. Donc un infarctus asymptomatique, tu ne sais pas que tu es en train de faire un infarctus. On a réussi à lui faire les contrôles qui nous ont prouvé qu'il était en phase d'infarctus. Et avant la fin même de l'étape, il était déjà sorti du bloc et on lui avait posé un stent. Et ça, si tu veux, on investit des centaines de milliers d'euros, et donc ça fait des millions
au fil du temps pour justement dire aux personnes, ok, tu peux aller dans un milieu hostile faire une course, nous notre job, on te fait payer une inscription, c'est d'essayer de tout mettre en place pour que ta sécurité soit garantie. Maintenant, on sait tous que sur un SMI, en plein centre-ville, tu fais un infarctus, tu peux y rester même si les secours sont à côté. Mais en tout cas, on déploie une énergie et un marathon des sables Legendary, c'est 60 à 80 personnes médicales à disposition sur chaque étape. Donc c'est énormément de personnes, c'est une clinique, c'est un conteneur climatisé pour être capable de faire de la réanimation en plein désert. C'est énormément de choses qu'on essaye et on apporte par exemple sur nos courses maintenant depuis 3 ans, à chaque checkpoint, on te refroidit avec de la glace pour éviter les hyperthermies de l'effort qui sont un des plus grands dangers, bien plus que l'infarctus. Donc c'est une facilité, mais en face de ça, on est hyper exigeant en te demandant de faire des distances complètement folles avec un sac à dos de 7 à 8 kg sur le dos. Donc voilà, donc c'est vraiment exigeant, mais on le dit souvent, c'est l'aventure d'une vie et tu es bien au-delà de la course. Tu es sur un concept où tu cours, tu te donnes à fond, mais le soir, à la différence d'énormément de courses, tu te retrouves au bivouac, tu partages avec des gens que tu ne connais pas, tu te retrouves dans une tente avec des gens que tu ne connaissais pas, donc tu partages. Tu as en moyenne entre 50 et 60 nationalités différentes. Ça parle toutes les langues. Sur les étapes, tu rencontres des gens, c'est complètement dingue. Donc c'est une expérience très globale. Il suffit d'aller sur les blogs pour se rendre compte de comment les gens l'ont vécu, chacun à sa façon, mais c'est une expérience incroyable. C'est quoi ton rôle, toi, pendant la course Formula Legendary, Ouais. Premier jour de course Alors mon rôle, il est super simple. En fait, c'est surveiller en permanence que l'organisation déroule suivant tous les process qu'on a mis en place. Donc la coordination de toutes les équipes. Un Legendary, c'est en moyenne 450 personnes qui travaillent pour que ça se passe bien. Donc moi, mon job, c'est surveiller que ça se passe bien et surveiller le ressenti coureur. Donc je passe énormément de temps avec les coureurs, toute la journée sur le parcours pour voir là où ils souffrent, là où ils ont besoin d'aide, là où on a besoin de mobiliser. Alors nous, on appelle ça les gilets bleus. C'est les running relations, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont toujours au contact de la course. Et les gilets oranges, c'est le personnel médical. Et le but, c'est que si par exemple, on est averti que tu es au CP3 d'une étape et que tu as envie d'arrêter parce que tu n'en peux plus, notre job à nous, c'est d'essayer de te remotiver. Si physiquement, tu peux te le permettre et que les docs nous donnent le hockey, c'est de te remotiver et de t'emmener jusqu'au bout. Est-ce que tu as des anecdotes un peu drôles durant tes années en tant qu'organisateur? Je suppose que tu as vu des choses chaque année. Non, mais alors là, c'est la question qu'il ne faut pas me poser parce qu'on peut passer 6 mois ensemble en interview. Mais je vais te donner, au-delà des anecdotes, parce que évidemment, on pense toujours qu'aux dernières, je vais te donner la toute dernière qui m'a scotché et qui m'a fait vraiment me dire que j'aimais mon métier parce qu'il n'était pas comme les autres. J'étais sur un checkpoint, d'accord, sur une étape. Et là, on était en fin de journée sur la grande étape et la nuit commençait à arriver. Et là, j'ai un coureur qui me saisit l'épaule et qui me secoue et qui me dit « Hey mec !» Alors c'est assez rare, sachant que la plupart, ils m'ont vu quand même au briefing, ils m'appellent rarement mec, d'accord? Mais c'est fun. « Hey mec, est-ce que tu peux me trouver un coureur pour que je puisse le suivre ?» Et donc je dis au mec, je me retourne, alors c'est un Allemand, donc c'est en anglais, et je lui dis « Mais attends, des coureurs, là, il y en a partout. » Et il me dit « Ouais, je sais, mais je vois pas. » Et je lui dis « Pardon ?» Et là, il soulève ses lunettes, et effectivement, il est non-voyant. Mais je lui dis « Attends, Gerhard, là... » Non, Reinhard, pardon. Je lui dis « Mais t'es non-voyant ?» Il me dit « Ouais, mais quand je trouve quelqu'un, je le suis et ça se passe bien. » Donc je trouve, il y avait un gars qui était là, un gars de Croatie. Je lui dis « Écoute, est-ce que tu peux l'accompagner ? » Et parce que j'ai plein de choses à faire. Et ils s'en vont. Et au checkpoint d'après où je suis, avec les équipes pour aller voir ce que c'est, je vois mon Reinhard qui arrive. Et je demande au Croate qui me dit « Wow, il est extraordinaire, tu ne peux pas imaginer la pêche qu'il me met, il ne voit rien. » Je dis « Mais c'est pas possible. » Donc j'interroge le mec, il me dit « Ouais, mais je ne te l'ai pas dit en m'inscrivant parce que vous ne m'auriez pas voulu. Moi, je ne veux pas faire la course avec un guide, mais ça ne me fait pas peur. À partir du moment où j'ai quelqu'un à suivre, tout se passe bien. » Et je me dis « Mais qui est assez courageux pour s'inscrire à une course de taré où quand tu l'as fait en voyant, ça te pose déjà problème. La faire en tant que non-voyant sans guide, ça n'existe pas. Et le mec, il ne vient pas se vanter, il ne vient pas t'expliquer la vie. Et il est aujourd'hui une légende, il a fini la course avec un sourire de dingue. Et là, tu vois, là tu te dis, mais l'histoire, tu me la racontes, j'ai du mal à y croire. Si je ne l'avais pas vécu en direct, je n'y aurais pas cru. Ça, pour moi, c'est plus une anecdote, c'est des gens qui ont une telle confiance dans la vie, qui sont tellement courageux.
Et le mec, il dit, non, mais si jamais j'ai personne, j'attends, je trouverai toujours quelqu'un pour s'occuper de moi. Et en plus, ça a fait un plaisir de dingue avec tous les gens qui ont couru avec, parce qu'à côté, crois-moi que tu n'es pas en train de te plaindre en disant, oh, je me sens pas bien, tu as quand même tes deux yeux. Et là, c'est vraiment différent. Donc ça, c'est des histoires top chouettes. Et puis alors après, il y a des histoires de folie avec des rencontres complètement dingues. Si tu veux, il y a une chose qui est très importante dans le Marathon des Sables, c'est on recrée de la mixité sociale. Alors, je n'ai pas le droit de citer la marque, mais il y a un PDG d'une très très grosse multinationale qui faisait en tant que coureur et qui voulait simplement que personne ne sache qu'il était là. Et il avait avec lui des coureurs qui faisaient semblant de ne pas le connaître et qui étaient ses gardes du corps. Ok, parce qu'effectivement, il pèse tellement lourd, d'accord. Et ce mec, alors pour te dire, on n'a pas le droit de dire qui c'est, mais ce mec, cet énorme PDG, en fait, habite à Hollywood et travaille dans le cinéma. Et produit les films, ce film-là, je suis sûr que tu l'as vu en l'occurrence. Et ce mec, son voisin, est un mec qui est ouvrier, d'accord, qui ne parle pas un mot d'anglais au demeurant, mais ils se prennent d'amitié. Aujourd'hui, ce mec à côté de lui, cet ouvrier, il a appris à parler anglais. Tous les étés, il est dans une des plus grosses villas de Hollywood et il déjeune ou il dîne très régulièrement avec De Niro et co. Et bien des histoires comme ça, si tu ne les as pas vécues en direct, tu n'y crois juste pas. Tu vois. Donc dans les gens connus qu'on a, moi je vois aujourd'hui, j'espère que le PSG va gagner, mais Luis Enrique, il a fait le Marathon des Sables et ça a été pour lui une expérience de dingue, mais il l'a fait dans une sobriété totale, sans la ramener. Donc tu rencontres des gens ultra méga connus qui viennent le faire en tant que coureur, mais ils sont traités comme les autres. Et la mixité que tu recrées, les relations que tu crées entre ces hommes et ces femmes de différents pays, c'est de la magie. Mais alors côté anecdote, le père et la fille, les sœurs qui ne se parlaient plus, les gens qui sont en rémission de maladie. On a énormément de gens qui ont tellement souffert dans la vie, qui viennent dans le désert pour ressortir tout ça et le laisser dans le désert, que des histoires, on en a absolument tout le temps. Elles sont toutes plus ou amusantes ou émouvantes les unes que les autres. Ces mecs connus, ils vous contactent avant pour avoir des privilèges Alors, il y en a qui essayent. La grande histoire du Marathon des Sables, Madonna a essayé. Et à partir du moment où elle t'explique que la course va s'adapter à elle, ben non, ça ne marche pas comme ça. Tu deviens un anonyme quand tu acceptes de rentrer dans la course. Maintenant, Madonna a été très très cool, puisque dans ses shows, il y a des images du Marathon des Sables qui passent pour montrer l'effort extrême. Donc pour nous, si tu veux, on peut difficilement souhaiter mieux. Tous ceux qui ont demandé à être avec des visions, dont on a des stars coréennes par exemple, qui ont voulu venir, genre oui mais on fait que 2 étapes, c'est parce qu'on veut faire des shootings et tout, ben non. Tu viens, tu as un dossard, tu es mis dans une tente, alors tu portes des gardes du corps mais ils font comme s'ils ne te connaissaient pas, ça ok. On a le prince Harry qui rêve de faire le Marathon des Sables, qui l'a déclaré parce qu'il s'occupait des SAS blessés. Donc on a eu Duncan Slater, qui est un mec qui était double amputé, qui avait des lames carbone, qui est venu faire le Marathon des Sables. Première fois, il a abandonné. Deuxième fois, il a réussi. Il a déclaré que c'était son rêve, mais évidemment, il y a des gens que tu ne peux pas recevoir parce que la sécurité qui est demandée n'est pas adaptable. Et puis il y a des gens qui veulent, ou disent oui, mais moi l'autonomie alimentaire, je veux me restaurer normalement. Ben oui, aucun problème, mais viens pas. Voilà, donc c'est vraiment la même règle pour toutes et pour tous. Que tu sois sur un modèle Legendary 250 km, un MDS 120, donc 120 km, 3 étapes au lieu de 6, de toute façon, c'est des kilomètres qui ne sont pas les kilomètres que tu peux faire dans un parc comme on est ici. Hein. Tu as un sac à dos, il fait chaud, tu dors à même le sol, donc on t'enlève tout le confort que tu as. Là, si on part courir ensemble et qu'on fait 20 km, après on rentre chez nous, on prend une douche, on est propre, et le lendemain matin, on refait 20 km. Là, on ferait 30 km, on ne rentre pas chez nous, on couche par terre, on mange du lyophilisé, et t'enlever toutes ces petites choses, ça, psychologiquement, ça fait quelque chose. Donc oui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, il ne faut pas le relativiser, et puis il faut s'entraîner, pas pendant 15 jours ou 3 semaines. Les gens qui arrivent sur un Legendary, ils se sont entraînés des mois, voire des années. D'accord ? Donc c'est quelque chose que tu projettes, que tu prévois, qui te fait rêver, qui te fait sortir l'hiver à 6 h du matin quand il pleut, en disant je m'en fous, je serai dans le désert et j'aurai chaud à ce moment-là. Et c'est ça qui est magique, c'est que c'est ces objectifs de fou, pas raisonnables, qui vont te faire t'entraîner, qui vont te faire arriver à ton poids de forme, qui vont réguler ton alimentation, qui vont faire que tu vas manger beaucoup moins de viande, que tu vas devenir beaucoup plus responsable de la planète, parce que la planète, tu vas voir comment elle est, quand elle s'est déréglée, tu vas voir que le désert, c'est pas fait pour y vivre. Et ça, c'est super intéressant. Et donc, tu changes pas que ta façon de courir. Tu changes ta façon d'aborder le sport, la société et la nature. Un riverain, un Parisien, comment il peut s'entraîner, se préparer à un... Aucun problème.
Aucun problème. C'est-à-dire qu'on a énormément de coureurs de Norvège, Finlande, beaucoup de citadins, beaucoup de gens de la montagne, mais la plupart c'est des citadins de grandes villes du monde entier, les New-Yorkais et co. Donc l'entraînement c'est quoi? En fait c'est acquérir du foncier. Tu t'entraînes généralement sans le sac à dos. Parce que tu verras qu'à moins d'avoir un dos méga musclé, le sac à dos est toujours un problème quand tu te mets à courir avec ou à marcher. N'oublions pas que sur les marathons des sables, je vais te faire un petit calcul parce que souvent on voit des marathoniens des sables qui marchent. Alors on dit c'est pas des coureurs. Alors c'est assez simple. Imagine que tu cours à 10 km/h en moyenne sur des très grandes distances, ce qui est loin d'être négligeable, hein, sur des très grandes distances, pas le petit jogging qu'on peut faire à 14 avec des potes. Tu mets un sac à dos, tu réduis généralement ta vitesse d'1 km à 1,5 km avec un sac à dos de 8 kg. Donc là, tu n'es déjà plus qu'à 8,5 km/h en vitesse de course. Quand tu te prends du 40 ou du 45 degrés, tu enlèves encore 1,5 km/h. Donc là, tu te retrouves à 7 km/h. Tu mets un sol instable, tu enlèves 2 à 3 km/h. Donc tu es à 4 ou 5. Et à 4 ou 5, tu marches, tu cours plus. Mais tu es un vrai coureur. Et tu es un vrai bon coureur. Donc sur 1000 coureurs, alors je ne parle pas du top 20, qui court dans 90% des situations, du rang 20 au rang 300, ça court à 60%, 60-70%, et de 300 à 1000, c'est 40 à 50% de marche, et le reste en courant. Qu'est-ce qui est le plus compliqué en général? Est-ce que c'est la fatigue, la déshydratation, un mix de tout? Non, le plus compliqué, c'est d'oser s'inscrire. C'est s'oser s'inscrire et de s'investir dans un projet aussi ambitieux, parce que tout le monde va dire « Non mais t'es complètement con, c'est super risqué, c'est machin, c'est truc, on va te raconter des tas de choses. » Par contre, quand tu vas sur les blogs et que tu écoutes les témoignages ou que tu lis les livres des gens qui l'ont fait, bah, ou ça te dégoûte ou ça te motive. Mais moi, le plus difficile, pour certains, ça va être... Moi, par exemple, je déteste la chaleur. D'accord? Donc c'est vachement bien, j'ai choisi le bon job, c'est super rusé, mais pour le coup, dans le désert, si tu ne luttes pas contre la chaleur, mais que tu l'acceptes et que tu fais attention à être parfaitement couvert et tu respectes certaines règles, bah, ça ne devient pas le plus gros des problèmes. Tu vois, moi aujourd'hui, je crains plus maintenant le froid en montagne quand je fais de l'exercice que la chaleur dans le désert. Donc chaque personne a ses difficultés. Il y en a qui vont te dire l'étape, la journée, une farce. La nuit, je dors super mal parce qu'il y a la proximité des gens. Même avec mes boules pièges, je suis fragile, je les entends ronfler. Il y en a d'autres qui dorment mieux qu'à la maison. Tu vois, donc il y a vraiment autant de marathons des sables que de personnes qui les font. La chose très importante, c'est quand tu te sens bien, que c'est ton objectif, c'est à toi, tu le fais pour toi, tu le fais pour soutenir une association, tu le fais pour montrer au tien que tu es en vie et que tu te sens bien. C'est quelque chose qui est magique et que tu as envie de refaire, ça devient addictif. C'est une course en pleine nature, est-ce que tu vois le changement climatique? Oui, on le voit tout le temps. Là maintenant, c'est plus une farce parce que nous, on est sur 6 pays différents avec les marathons des sables. Donc on est au Maroc, on est en Turquie, on est en Namibie, on est au Pérou, on est en Jordanie, on est aux Canaries. Et aujourd'hui, dans les périodes où on était, il y avait toujours du grand beau temps et de la sécheresse. Dernier marathon des sables au mois d'avril, on a eu une tempête de pluie. Alors ça ne dure pas longtemps, mais on a eu de la pluie en pleine nuit. Au mois d'octobre l'année dernière, pareil, il n'y a jamais de pluie au mois d'octobre. Là, on a eu 3 jours de pluie. On a des changements de température qui sont incroyables. Cette année, l'édition qui vient de se passer, on avait des températures très cool, 30 degrés. L'année dernière, même période, on avait 45 à 50 degrés. Quand tu varies sur une course de 15 à 20 degrés, je ne sais pas si tu imagines dans ta journée, ce n'est pas la même chose. Par contre, on a d'autres difficultés, mais ces changements permanents, on n'y était pas du tout habitué avant. Il y avait quelques fois, dans l'histoire du Marathon des Sables, en 2009 justement, il avait plu pendant une semaine, ce qui était rarissime, mais on en parle encore. Maintenant, c'est très régulier et on ne peut pas s'y préparer. Alors, on est déjà en train de le faire, mais là, on touche un sujet complètement différent. C'est qu'en fait, on a développé au Maroc le MDS Handi. Donc, c'est quoi le MDS Handi? C'est tout simple. Au mois d'octobre, il y a en moyenne 600 coureurs sur un format MDS 120. Et dans ce MDS 120, on a prouvé en 2024, on a intégré 10 équipages avec des fauteuils préparés. Donc, un Handi, un tireur, un pousseur et un remplaçant. C'est-à-dire que si ton tireur n'en peut plus, on a le remplaçant qui intervient, le temps que l'autre se repose, parce que c'est de la course plus. Bon. Et on a prouvé que ça fonctionnait fantastiquement. Attention, le handi, ce n'est pas une promenade, ça doit être un handi sportif, parce qu'il faut qu'il pousse les roues dans certaines parties. Donc on a mis ça au point en octobre.
On a eu 10 équipes, enfin, on a invité 10 équipes, et là, on a ouvert les inscriptions pour qu'au mois d'octobre, on ait 20, 30 ou 40 équipes. Bon. Ceci dit, ça c'est au Maroc, et on s'est rendu compte qu'emmener des handis au Maroc, c'était pas toujours simple. Donc, on a monté un nouveau concept qui s'appelle le MDS Crazy Loops. Crazy Loops, pourquoi? On a aujourd'hui des accords avec des stations qui sont Val d'Isère, Courchevel, La Rosière. Et cet été, en juillet et en août, on va en altitude tracer une boucle infernale de 1 à 3 km. 2025, on fait le test en 2025 sur ces 3 stations, 3 voire 4, on attend une décision d'une autre station. Et on va mélanger, exactement comme sur le MDS Handi, on va mélanger des coureurs et des équipages fauteuils sur cette boucle infernale pour montrer que la montagne, elle n'est pas fermée au handi, elle peut être totalement gérée avec l'aide des autres. Et quand on montre le handicap, quand on le partage, on n'en a plus peur du tout. Donc là, on n'est pas dans le sable, mais on a l'ADN du marathon des sables. Il y aura un bivouac parce que ça va se passer jour-nuit. Hein, tu arriveras le vendredi en préparation pour repérer le circuit et tu vas faire 24 heures non-stop du samedi matin 9 ou 10 heures au dimanche matin 9 ou 10 heures. Donc tu as un campement, tu amènes ton alimentation lyophilisée, donc tu as les mêmes grandes règles que sur un marathon des sables, évidemment assouplies sur un délai plus court. Mais c'est montrer aux gens comment fonctionne le marathon des sables, pour leur montrer que, ma foi, si ça leur plaît, s'il fait d'être dans un bivouac et de partager avec d'autres, de parler course à pied, il va y avoir énormément de marathoniens des sables qui vont venir parce qu'ils vont avoir envie d'être ce qu'on a appelé des helping runners, c'est-à-dire vraiment de partager, d'encourager, et pour montrer que le handicap, c'est juste une différence et qu'on va les faire adorer cette différence. Donc ça, c'est vraiment sur déjà la France, et puis on a déjà des stations italiennes, des stations suisses, canadiennes qui nous disent mais est-ce qu'on peut installer aussi les MDS Crazy Loops pour montrer aux gens ce que c'est que le partage, le bivouac, la façon de fonctionner. Moi je pense qu'alors on le ressent encore plus après le Covid. Je pense que les personnes ont besoin de se recentrer sur des choses super simples, retrouver des sensations, ils ont besoin de nature parce qu'on est en permanence connecté, je veux dire dans nos vies quand même. Qui n'a pas aujourd'hui de téléphone, de WhatsApp, de mail, machin et tout. Donc nos vies par rapport à il y a 20 ans, on n'a plus de quiétude seule, on s'ennuie jamais. C'est-à-dire que nous, on a rendez-vous ensemble, tu arrives avec une demi-heure de retard, avant, là tu n'es pas arrivé en retard, qu'on soit clair, mais tu arrives avec une demi-heure de retard, je suis sur mon téléphone, je suis sur mes mails, je ne m'ennuie pas. Donc les gens à un moment n'ont plus de temps pour eux. Qu'est-ce que te procure le désert et le trail? C'est qu'il y a des moments où tu te retrouves en pleine nature pendant des heures, tu es seul avec toi-même, tu n'as plus de connexion et tu commences à te recentrer et tu te mets à repenser à ta vie, à ta femme, à tes enfants, à ton mari. Et ça, les gens aujourd'hui, alors ça a été boosté par le Covid. Nous, le Covid n'est pas intervenu sur nous puisqu'on vit dans la nature, on vit au contact de la nature. Donc on se couche quand il fait nuit, on se lève quand il fait jour. Mais les gens moi, avec qui je vis quand je suis revenu en France, ils ne font pas comme ça. Ils ont la lumière. Tu vois. Donc nous, on est complètement déconnectés par rapport à ça. Et puis ils se sont rendus compte pendant le Covid que ce qui leur manquait, c'était de sortir dans les espaces verts, de s'asseoir, de prendre un livre, de prendre un peu de temps pour eux. Et je pense que c'est ça l'essor. Et moi, je pense qu'on ne fera plus machine arrière. Parce qu'on se rend compte que la nature, qu'on a négligée, et c'est ça qui m'intéresse moi aujourd'hui dans le développement du trail, c'est qu'on a besoin de la nature pour notre équilibre. Donc j'espère que les gens vont penser à sauvegarder la planète, à rouler en vélo au lieu de rouler en moto, et ainsi de suite. Parce que la meilleure façon de protéger notre planète, c'est de se dire qu'on en a un énorme besoin pour vivre. Et si on commence à la massacrer, comme c'est exactement le cas, ma foi, notre équilibre est rompu et on sera très très malheureux. Alors il y a 2 choses, c'est que pendant des années, d'une année sur l'autre, l'itinéraire changeait, mais ça revenait à celui d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans, et il y avait ce mélange. Aujourd'hui, on cherche l'itinéraire quasi parfait émotionnellement, visuellement. Alors émotionnellement, pourquoi? C'est-à-dire que si je t'emmène dans un endroit sublime et que c'est au 60e kilomètre et que tu es épuisé, sublime ou pas, tu ne le vois pas. Tu vas regarder tes chaussures. Donc il faut que l'endroit sublime soit au bon endroit, mais il faut aussi que moi ça rentre dans le cadre de la sécurité du parcours. Donc on cherche comment cette alchimie qu'on teste. Donc là on est en train d'approcher un itinéraire qui, ma foi, j'espère sera le plus parfait. Là par exemple, les 250 km du Legendary, comme sur toutes les courses du Marathon des Sables, on fait une enquête de satisfaction où on pose 60 questions. Donc on va te demander chaque étape ce que tu en as pensé et on a des taux de réponse de 70%. Donc à partir du moment où on sait qu'on s'approche de l'itinéraire,
Moi, je voudrais le garder fixe, en tout cas quelques années, pour que les personnes puissent s'étalonner en se disant j'ai fait tel chrono, est-ce que je peux faire mieux ou pas? Et puis après, évidemment qu'au moindre changement, parce que les dunes bougent, la nature vit, et là évidemment on va faire des changements d'étape, des contournements et ainsi de suite, mais on reste quand même dans la même région, on part d'un endroit, on arrive à un endroit, et après effectivement on n'est pas au mètre près. Je pense que personne ne s'est inscrit au Marathon des Sables sans avoir hésité. Parce que à la question est-ce que c'est raisonnable, la réponse est non. Mais dans nos vies, c'est les choses souvent les moins raisonnables qui sont les plus excitantes. Donc si on veut vivre en lissant tout et en n'allant pas chercher ses émotions, il ne faut surtout pas faire un Marathon des Sables. Si on veut se reconnecter à ses émotions, à son soi, se sentir mieux pour donner plus aux autres, il ne faut pas se tromper. Pour donner aux autres, il faut se sentir bien. Le désert, pour moi, c'est un traitement qui te rentre dans le corps, qui te permet d'évacuer tes stress, qui te permet de grandir, qui te permet de penser différemment, et ça va te transformer, mais te transformer positivement. Si on résume le désert à de la souffrance, ah mais moi je propose beaucoup mieux et sans payer, hein. On peut souffrir très facilement, on se met à tourner autour de chez soi, de son bâtiment, on s'épuise, on se fait mal, on court sur du béton et on se déstructure le corps et voilà, et on a de la souffrance. C'est pas ça du tout le Marathon des Sables. C'est parfois une souffrance parce que tu es dans la solitude, parce que tu es avec d'autres personnes, parce que tu dois prendre d'autres habitudes. Tu sors de ta zone de confort, mais tu en sors pour aller chercher quelque chose en toi que tu as trop souvent négligé. Et on l'a tous, ce quelque chose en soi. Il y a des gens qui sont en connexion avec la nature, alors eux, ils n'ont pas besoin du Marathon des Sables pour retrouver ce qu'ils ont en eux. Mais ils viennent différemment parce qu'ils sont habitués à le trouver en montagne, sur l'eau, dans la neige et ainsi de suite. Mais 95% des gens qui viennent se sont oubliés depuis des années. Donc s'ils veulent se retrouver, s'ils veulent se reconnecter, moi je dis souvent qu'on a 50% des gens qui viennent qui ont un syndrome un syndrome pré-dépressif, en se disant ouais je me sens pas bien, j'en ai marre de tout, mon job m'emmerde. Enfin, et je vais dans le désert et je reviens et je trouve que ou je dois changer de job ou mon job finalement c'est pas mon job le problème, c'est ma façon de le voir, c'est de la façon de regarder mes collègues, et tu changes énormément de choses après une expérience comme cela. Et une fois de plus, moi je le dis, mais il suffit d'écouter les milliers de témoignages de toutes les personnes de tous les pays, qu'on soit américain, qu'on soit vénézuélien, qu'on soit français, suisse ou belge. Oui, ça fait mal, mais ça, c'est un détail par rapport à l'aventure globale. Donc, si t'aimes le côté je vais chercher en moi des nouvelles choses, moi j'ai toujours été étonné de voir, par exemple, là on avait les gars de la Légion étrangère. Je les admire toujours parce qu'ils ont un courage sans faille, ils sont vraiment redoutables. Ils viennent de tas de pays, ils ont appris à se mixer les uns les autres. Et moi, ce que j'aime, c'est les voir pleurer d'émotions positives, pas de souffrance. Et quand ils te prennent dans les bras et qu'ils te disent que la course les a touchés, leur a fait du bien, et qu'émotionnellement, ils pleurent de bonheur, ben faire pleurer des armoires à glace qui sont qu'en muscles, qui ont été dans des trucs de dingue, qui rentrent de théâtre d'opération. Là, aujourd'hui, on a des programmes pour blessés de guerre. Les faire pleurer de bonheur, waouh, ça, nous, on kiffe ce job-là.